Bien souvent à la rue, nous rencontrons des personnes en situation d'errance avec des difficultés physiques, des difficultés psychiques, mais aussi des difficultés de compréhension, d'échange avec les interlocuteurs. Là, nous avons pris une situation d'un monsieur qui vit dans une cabine téléphonique depuis quelques jours, qui inquiète les acteurs qui le rencontrent, les gens des maraudes, à tel point qu'un médecin a été sollicité et il vient à sa rencontre. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Comment? Ah. Vous êtes italien? Vous parlez français aussi? Mais qui est? Qui est? Je suis médecin. La présentation de ce monsieur déjà donne des indications. Il paraît très inquiet, il regarde autour de lui. Voilà, déjà sans même avoir avancé plus avant dans l'entretien, on sent que cet échange ne va pas être simple. Ça n'a pas l'air d'aller bien. Dottore? Si. Dottore? Non, non, dottore, non. Non, tout va bien? Le fait qu'il énonce doctor et no montre une opposition à la médecine manifeste. Alors a-t-il peur? A-t-il eu des expériences désagréables auparavant? En tous les cas, ça laisse présager un entretien qui va être délicat. Tout va bien, monsieur? Laissez-moi en paix. Vous venez d'où? Je viens de Cosenza. C'est en Italie. En Italie, oui. Et qu'est-ce que vous faites là, dans cette cabine? Il commence à faire froid. Justement, je me protège, je suis bien au chaud. Vous n'avez pas d'endroit où vivre? Non, mais ici, c'est bien, je me suis trouvé une bonne place. Et puis je suis protégé, protégé, protégé. La répétition du mot protégé laisse à supposer plusieurs choses. Tout d'abord, il a besoin de cette protection. Donc il a peur de quelque chose. Deuxièmement, la répétition de ces mots donne une puissance à ce qu'il dit, et donc on aurait plutôt tendance à penser qu'il ne va pas falloir l'extraire de ce lieu de protection de façon brutale, non préparée, non acceptée. Je suis poursuivi, vous savez, je ne suis pas parti pour rien. Qui est-ce qui vous poursuit? La politique. Ça dure depuis longtemps? Oh, ça dure depuis au moins 2 ans déjà, hein? C'est un complot? Mais je ne sais pas si c'est un complot, je ne crois pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Puisque c'est un Italien, on pourrait dire qui va piano va sano. Cette avancée, cette hypothèse d'un complot proposé par l'interlocuteur arrive peut-être un peu rapidement et pourrait choquer quelqu'un qui est dans une perception persécutive des choses. Là, ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant avec un médecin, mais avec d'autres personnes, ça pourrait se passer différemment. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que... Ou alors, ils ont compris que je pense quelque chose qu'ils veulent que je leur dise et que moi je ne veux pas leur dire, donc je m'éloigne, je suis parti. D'accord, d'accord. À ce moment-là de l'échange, on doit commencer à repérer quel est l'impact de l'activité persécutive. Est-ce qu'il se sent tellement persécuté qu'il a dû fuir son pays, traverser des tas de contrées, se protéger? Est-ce que c'est un moment simplement passager ou est-ce que c'est inscrit dans le temps? Voilà, évaluer l'impact de l'activité délirante. Vous êtes venu à pied en France? Non, 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 j'ai pris un train sans billet. Vous avez de la famille ici? Non, je n'ai pas de famille ici. Vous connaissez des gens? Nessuno. D'accord. Vous voulez que personne ne sache que vous êtes ici? Vous êtes caché? Je suis incognito. Ce monsieur dit qu'il est là incognito, c'est-à-dire sans que personne ne le sache. Et il souhaite que personne ne le sache. Donc il va falloir travailler la relation au monde, la relation aux autres, tout en respectant son activité délirante et tout en tentant de l'aider. Il est quand même suffisamment bien adapté pour avoir pu traverser toute la France, s'installer là,
trouver de quoi se nourrir, il est relativement propre, donc il a une capacité d'adaptation qui tient encore la route. Et en Italie, ça vous est arrivé déjà d'aller à l'hôpital? Bon, en Italie, il n'y a pas d'hôpitaux. Il faut entendre cette négation de l'existence des hôpitaux en Italie comme non pas l'Italie qui a fermé ses établissements, mais plutôt que pour lui, il n'y a pas d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'il est plutôt dans le refus d'aller à l'hôpital, d'être soigné, d'être aidé. Et on voit poindre là déjà un refus très probable d'une proposition d'hospitalisation. Si, en Italie, il y a des hôpitaux, bien sûr. Bon, si, il y a des hôpitaux, mais je ne les aime pas, les hôpitaux. Si, il m'est arrivé d'aller à l'hôpital. Vous voulez pas venir marcher un petit peu avec moi sur le trottoir et sortir de cette cabine? Merci, je ne vous fais pas confiance. Non. Le fait qu'ils disent « je ne vous fais pas confiance » renvoie au cœur de la situation et au cœur de la problématique avec les personnes à la rue. Voilà, c'est la chose la plus difficile que d'obtenir un embryon de confiance chez quelqu'un qui se sent persécuté, c'est-à-dire qui se sent d'emblée en situation de méfiance. Il faut faire le distinguo entre une position qui pourrait être paranoïaque pour survivre, pour ne pas se faire voler ses affaires, sa valise, ses vêtements, d'une réelle activité délirante persécutive. Et c'est l'objectif de l'entretien, notamment. Non, mais je suis pas d'Italie, moi. Hein? Et il est hors de question qu'on vous attrape ou qu'on vous emmène de force ou que ce soit, hein. C'est juste marcher un petit peu sur le trottoir et revenir après. Bon, je dois faire. La proposition de sortir de la cabine ou d'une tente ou d'un amas de carton n'est pas simplement pour détendre les jambes, c'est aussi pour montrer qu'on peut sortir de l'endroit et y retourner, c'est pour être dedans dehors, c'est pour entretenir un début de confiance où la personne peut se rendre compte qu'elle peut sortir de son lieu de protection, de son abri, sans être embarquée, embastillée, et ce qu'elle peut se représenter comme une hospitalisation sous contrainte. Pour vous détendre les jambes, pour vous aérer. Pas besoin, je suis bien, là, je suis bien. Et je marche beaucoup dans la journée. Ah, vous sortez de la cabine dans la journée. Je sors de la cabine, oui, à des moments. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, voilà, je ramasse ce que je trouve et je dois bien m'en sortir, je n'ai rien. Mais vous mangez? Non, je mange. Je mange ce que me donne, hein. Je fais un peu l'aumône. Je cherche. On trouve quelquefois. À ce moment-là de la rencontre, cette personne nous laisse comprendre qu'elle est capable de s'en sortir. Elle a trouvé de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller, et même en pratiquant la mendicité, un peu d'argent. Il n'y a pas un caractère d'urgence qui nécessite une intervention immédiate, il n'y a pas de péril imminent. Néanmoins, il est nécessaire de maintenir le lien avec cette personne pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation d'impasse psychique et sociale. Et comment est-ce que ça va se passer la suite? Vous allez passer des jours et des jours comme ça, là, dans la cabine? Je ne suis pas inquiet. Moi, je suis un petit peu inquiète. Le médecin fait part à ce moment-là de son inquiétude, et à juste titre. Certes, il est adapté, certes, il peut se nourrir, il peut boire, il peut s'abriter, mais quand même, il a fui son pays, il est dans un état persécutif qui l'inquiète, et voilà, cette inquiétude, elle doit être aussi retransmise par le médecin à lui-même, pour lui montrer qu'on prend soin de lui, qu'on est au-delà de la simple empathie, on est vraiment très inquiet. Moi, je trouve que c'est une drôle de vie, là, la vie dans la cabine. Loin de sa famille, de son pays, à cause des brigades rouges. Moi, je suis un petit peu inquiète par tout ça. Je suis médecin. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Lorsqu'une personne rencontrée à la rue, en situation d'errance, dans un centre d'hébergement ou autre, pose cette question, c'est que la confiance commence à s'installer.
qu'à partir de là, on va pouvoir négocier, travailler le type d'action que l'on va pouvoir mener en concertation avec elle. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Bien, à ce moment-là, on va proposer plusieurs choses. Certaines seront inacceptables, d'autres seront acceptables. Et c'est à partir de là qu'on va travailler le trajectoire de sortie de rue. Peut-être de marcher un petit peu avec moi sur le trottoir et que je revienne vous voir demain matin. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Peut-être demain on pourra le faire, mais peut-être pas aujourd'hui. D'accord, d'accord. Moi, je peux revenir demain matin. À ce moment-là, on marchera un petit peu sur le trottoir. Peut-être, on peut peut-être. Demain, Et on parlera un petit peu. peut-être. D'accord. D'accord. Comment vous appelez? Sergio, Sergio. Bon, Sergio, je reviens vous voir demain matin vers 10h. Ça vous va? ça me va. Tout ce dernier passage semble témoigner d'une détente de la personne qui entre en négociation de lien. Bon, les choses vont se construire. Mais voilà, c'est une négociation permanente, il n'y a pas d'absolu. On ne va pas lui dire c'est ça et pas autrement. On est tout le temps en train d'avancer, de reculer, de trouver quelle est la chose la plus acceptable possible qui va permettre cette construction d'une sortie de rue qui est nécessaire. Sinon, son état va s'aggraver et les choses vont empirer et ce sera encore plus difficile ultérieurement. D'accord. Alors à demain. À demain. À demain, Sergio. Grazie. En s'éloignant de cette personne en fin d'entretien, on remarque qu'il a encore son activité délirante, bien sûr, il regarde autour de lui, il reste très inquiet. Donc il ne s'agit pas là d'une simple position paranoïaque de survie pour protéger ses affaires, mais vraiment d'une activité délirante, d'un trouble psychiatrique pour lequel il va falloir mettre en place des soins, pas obligatoirement une hospitalisation, mais en tous les cas des soins psychiatriques et un accompagnement durable.